Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal des titres. Binta Diallo. Marche avec ou sans autorisation du préfet de Dakar, de la plateforme multilutte Doina, Guy Marius Sagna et ses camarades descendent dans la rue demain pour dénoncer les maux dont souffrent les Sénégalais. L'étudiant Pape Abdoulaye Touré recouvre la liberté, jugé pour entre autres délits de rébellion. Il a été relaxé tout à l'heure par le tribunal ce matin. En plein octobre rose, nous nous intéressons à la prise en charge du cancer du sein. Onéreuse, les acteurs rappellent à une gratuité totale de tout le processus. À suivre le dossier signé Awambaye et les actualités internationales. Georges Détidiop. La joie de Soumaïla Cissé après sa libération, ses premiers mots. Liberté pour sa famille et le Mali. L'opposant malien dit avoir été bien traité par ses ravisseurs. L'autre ex-otage, Sophie Petronin, est arrivée en France ce matin. Elle a été accueillie par le président français Emmanuel Macron. Au Mali toujours, l'Union africaine a levé la suspension imposée après le coup d'État du 18 août dernier. Le Nobel de la paix, le prix attribué cette année au PAM, le Programme alimentaire mondial. Les sports, cher Tidiane Diagne. Une large fenêtre sur le match du Sénégal. Ce sera à 18h contre le Maroc, match amical international. Les Lions sont fin prêts pour battre le Maroc. Vous entendrez là-dessus la correspondance de Khadim Baye, mais aussi la réaction du président de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Il sera aussi question du calendrier, plutôt des autres rencontres internationales, notamment cette rencontre devant opposer le Nigeria à l'Algérie. Le basket aura une place dans ce journal 8. Quel risque, cher Tidiane, à tout à l'heure sur les cultures si les précipitations continuent de tomber? On en parle d'un point de vue à la technique de ce grand journal. Il y a Alunba et Yacine Pouy à la présentation. Binta Diallo, bienvenue à tous et à toutes. La plateforme multilutte Doina dans la rue demain avec ou sans autorisation du préfet de Dakar. Guy Marius Sagna et ses camarades disent avoir déposé une autorisation depuis le 28 septembre dernier sans aucune suite. Les protestataires vont dénoncer les maux dont souffrent les Sénégalais. Le coordonnateur de la plateforme, Guy Marius Sagna, est avec Salimata Ao. Nous voulons organiser une manifestation le 10 octobre prochain, c'est-à-dire demain. La lettre d'information a été déposée le 28 septembre. Le 1er octobre, l'enquête de routine a été effectuée aux frais du commissariat de la Médina. Depuis lors, nous attendons le préfet de Dakar. Depuis lors, nous n'avons aucune de ces nouvelles. Cela fait 12 ou 13 jours. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 9 octobre. Notre manifestation est prévue demain de 15h à 19h. La préfecture de Dakar, après plus de 12-13 jours, ne nous a toujours pas répondu pour nous dire si notre rassemblement prévu demain à la place de l'Obélisque était en fait autorisé ou pas. Nous estimons que nos droits ne peuvent être indéfiniment confisqués alors que nous sommes agressés de partout. Nous, 20 organisations sous-signataires, invitons nos membres et les Sénégalais à refuser la politique d'invisibilisation, de musellement et de criminalisation de nos membres et de nos luttes en se rassemblant demain, samedi 10 octobre à partir de 15h, à la place de l'Obélisque, avec ou sans autorisation préfectorale. Ensemble, nous demandons le paiement par l'État de 51 mois dus aux travailleurs de ABS Sénégal, de leurs indemnités de cessation d'activité et leur déploiement dans d'autres structures. Le paiement par AFIP Canada à chacun des 200 étudiants victimes de son escroquerie de dommages et intérêts qui s'élève à 1 million pour chaque étudiant, conformément à la décision de justice. L'arrêt de la spoliation foncière à Balabougou à Nguyen, à Kinyabour, Guéréo, Medina Wandifa, Kairé Mapate, Tchalembour, Karkar, Kër Mambinte, Kër Khalikoura. La rencontre entre le directeur général de Sonatel et une délégation composée de Yanamar, de SOS Consommateurs et Team Boycott Orange. Elle fait suite à la vague de protestations contre la hausse des tarifs Illimix et Yanamar dépose une autre revendication sur la table des autorités. Le mouvement veut que l'État redevienne majoritaire dans le capital de la société. Salim Ndiaye, membre de la coordination de Yanamar, était l'invité de RFM Matin.
L'État du Sénégal, par le biais de la Sonatel, doit reprendre sa souveraineté, sa toute-puissance à l'intérieur du conseil d'administration de la Sonatel. Parce que cette situation que nous vivons, vraiment la prouve suffisamment. Nous sommes dans une situation pandémique. Orange, tout-puissant investisseur étranger, est venu dans une situation très difficile pour augmenter ses tarifs. Dans un moment où le secteur privé national vit une situation catastrophique à tous les niveaux. Donc pour nous, cela quand même est une raison fondamentale pour demander à l'État du Sénégal de reprendre sa force, de redevenir très fort, de reprendre en fait toute sa puissance dans le conseil d'administration pour quand même qu'on puisse reprendre notre souveraineté à l'intérieur de Orange pour que Sonatel puisse quand même recevoir le maximum de dividendes possible pour qu'on puisse investir au plan national pour le développement du pays. Reprendre sa souveraineté, ça veut dire être majoritaire dans le capital parce qu'à l'époque, le Sénégal était majoritaire, mais il a vendu ses actions. Le Sénégal a vendu ses actions, il est devenu minoritaire. Mais la situation que nous vivons, quand même, donne toutes les raisons à l'État du Sénégal pour reprendre toute initiative, le poussant à devenir quand même majoritaire à l'intérieur du conseil d'administration. Parce que c'est une demande forte, c'est une demande fondamentale, vu ce que Sonatel, ce que Orange sort en termes de dividendes, vu toute sa puissance dans la fixation des prix et des services. Pour nous, c'est fondamental et nous sommes en train quand même de prendre des discussions avec l'État du Sénégal par le biais de l'ARTP, quand même, que nous avons demandé une audience et je pense qu'il va nous l'accorder dans les prochains jours. Ce jour, nous allons rencontrer le directeur national Orange Sénégal et nous allons le lui dire quand même, Inch'Allah, pour qu'on puisse quand même reprendre cette souveraineté. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Pape Abdoulaye Touré quitte la prison libre. L'étudiant jugé pour rébellion, entre autres délits, a été relaxé ce matin par le tribunal. Il dit que les choses ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Pape Abdoulaye Touré a décidé de saisir les instances internationales pour dénoncer les tortures policières dont il aurait fait l'objet. Nafissatou Silla. Aucune charge n'est finalement retenue contre lui. Pape Abdoulaye Touré est totalement blanchi par le tribunal d'instance de Dakar statuant en matière de flagrant délit. Son avocat, maître Kandjak François Senghor, ne s'en étonne pas. Il était poursuivi pour rébellion. On lui a demandé de quitter les lieux. Il a obtempéré. Donc le tribunal a considéré qu'il n'était pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Aucune charge ne pèse sur lui. En fait, dans le dossier qui était dans le PV, c'est qu'il y a eu la déclaration d'abord du policier qui l'a interpellé. C'était la partie civile, Pape Madi Soucissé, qui disait que Pape Abdoulaye Touré a refusé d'obtempérer à son ordre. Et il y a eu encore un autre policier qui a dit que lorsqu'on a demandé de s'éloigner, il a quitté les lieux. Donc déjà là, il y avait deux déclarations contradictoires de deux policiers. Donc aujourd'hui, le tribunal a blanchi. Il a restauré Pape Abdoulaye Touré dans son honneur. Pape Abdoulaye Touré, certes acquitté, envisage de poursuivre le combat. Avec mes avocats, donc nous allons poursuivre l'affaire parce que ça sera trop facile d'attraper un civil sans arme ni rien, de le bastonner, de le violenter. Et après, il y a une impunité totale. Donc on ne va pas se laisser faire. Nous allons poursuivre pour qu'enfin les auteurs puissent être identifiés et sanctionnés. Parce qu'on en a marre, on en a assez de voir chaque jour des violences et des bavures policières exercées sur des civils. Les instances internationales seront saisies à cet effet. Pour l'activiste, toute impunité est à bannir. Récemment, il y a le cas du camerawoman de Dakar Actu. Hier, c'était moi. Avant-hier, il y avait d'autres victimes. Il y a aussi nos camarades étudiants, Ballagay, Bassirou Faye, entre autres, tués par des forces de l'ordre. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun auteur, il n'y a aucune sanction. Nous abordons la page santé de ce grand journal avec le bilan Covid-19 du jour. 23 nouvelles contaminations, dont 11 cas communautaires. Aucun décès ce jeudi. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Sur 1059 tests réalisés, 23 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,17%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 10 cas contacts suivis par nos services, 2 cas enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Dakar Plateau en a 2, Liberté 6 2, Bargny 1, Kaolack 1, Mariste 1, Richard Toll 1, Scat Urbam 1, Thiès 1 et Ziguinchor 1. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 8 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 213 cas ont été déclarés positifs, dont 13 136 guéris, 313 décédés et donc
1763 patients sous traitement. Octobre rose avec la prise en charge du cancer du sein au Sénégal. Les acteurs demandent une gratuité totale pour tout le processus du traitement. Selon eux, beaucoup de femmes meurent à cause d'un manque de moyens financiers pour la prise en charge. Voyons tout cela dans ce dossier réalisé par Awambay. Beaucoup de femmes perdent la vie parce qu'elles n'ont pas les moyens de soigner leur cancer du sein, dont la prise en charge est extrêmement coûteuse selon Mamdiara Gueye-Kébé. La présidente de l'association Cancer du sein Sénégal explique le parcours par lequel il faut passer. Le cancer est une maladie auquel on ne peut pas, juste suite à une consultation, faire poser un diagnostic. Il y a un préalable. Il faut passer par la mammographie, il faut passer par la biopsie, il faut passer par le scanner, il faut passer par l'échographie du cœur et le bilan sanguin. Et tout ceci a un coût. Et ce coût-là, il faut le payer avant d'arriver à la gratuité de la chimiothérapie. Aujourd'hui, la chimiothérapie est gratuite pour le traitement du cancer du sein, une avancée selon Mamdiara Kébé, mais elle réclame une prise en charge gratuite pour tout le traitement. Alors nous relançons encore ce cri du cœur que nous ne cesserons jamais de lancer à notre président de la République. Nous voulons la gratuité tout simplement et de cette prise en charge-là. Le spécialiste en oncologie à l'hôpital Aristide Le Dantec, le docteur Doudou Diouf, appuie la demande de l'association Cancer du sein Sénégal. Effectivement, là où les associations ont raison, avant d'en arriver à la chimiothérapie, il y a le diagnostic. Donc, qui demande énormément de moyens. Ça a été évalué dans les hôpitaux publics autour de 200 à 300 000 francs. Donc, à ce stade-là, il y a beaucoup de malades qui sont essoufflés avant d'en arriver à la chimiothérapie. Mais le fait d'avoir rendu cette chimiothérapie gratuite pour les cancers du sein, les cancers du col, surtout les cancers gynécologiques, à 100%, a permis pour certains qui arrivaient au diagnostic de pouvoir se traiter et de ne pas avoir de retard et de ne pas être perdu de vue du fait simplement du manque de moyens. Donc c'est très bien de rendre la chimiothérapie gratuite, mais s'il faut en avoir plus dans la prise en charge globale du cancer, il n'y a pas que le diagnostic, il n'y a pas que la chimio, il y a la radiothérapie derrière, il y a la chirurgie derrière et il y a tous ces analyses qui sont nécessaires pour certains malades qui arrivent à des stades avancés. Donc c'est gratuit, c'est très bien, mais il faut mieux faire pour la prise en charge globale de ces malades. Si tout le traitement du cancer du sein est gratuit, beaucoup de vies vont être sauvées et les femmes atteintes vont être moins angoissées, surtout quand le dépistage est précoce. Rappelons, Awa, que la chimiothérapie pour les cancers gynécologiques sont maintenant gratuites au Sénégal. Le Centre national d'oncologie de Diamniadio, l'entreprise chargée de la construction, sera recrutée durant la fin de l'année 2020. C'est une information de la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé. 54 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet et le président de la République a demandé l'accélération de la construction de ce centre lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Ahmad Diouf, joint par Awambay. L'État du Sénégal a obtenu donc de la République de Corée un prêt d'un montant de plus de 54 milliards 991 535 000 pour la réalisation d'un centre national d'oncologie à Diamniadio. La convention de financement a été signée le 23 mai 2018 et donc il fallait en tout cas procéder aux procédures de passation de marché. Et aujourd'hui, on peut vous résumer la situation. Il y avait 2 étapes à franchir. D'abord, il y avait le contrat pour la sélection d'un consultant qui devait appuyer en tout cas l'État du Sénégal sur la conception, le suivi et la réalisation de ce projet. Ce consultant a été sélectionné, le contrat signé en décembre 2019. Donc aujourd'hui, le consultant a travaillé sur la conception de ce centre national d'oncologie. La deuxième étape du projet consistait à recruter l'entreprise chargée de la construction. Pour résumer, nous avons fini aujourd'hui le dossier de consultation des entreprises. Et nous comptons en tout cas recruter l'entreprise chargée de la construction d'ici la fin de l'année 2020. En 2 jours, plus de 80 personnes ont subi des opérations chirurgicales ophtalmologiques. Les consultations ont eu lieu à Saint-Louis dans le cadre de la Journée mondiale de la vue célébrée hier. Mohamed Nabissila.
Au deuxième jour, marquant la célébration de la journée de la santé oculaire, plus de 80 personnes ont bénéficié de la chirurgie gratuite de la cataracte au district sanitaire de Saint-Louis. Le docteur Mokhtar-Dien Badian, directeur de la santé oculaire, explique qu'il s'agit d'un moment de plaidoyer pour prévenir les maladies de l'œil. C'est un moment de plaidoyer, une sensibilisation envers les populations, mais aussi des décideurs, des politiques, pour un changement de comportement, mais un changement aussi de situation de la santé oculaire. Habituellement, nous organisons des mobilisations sociales et avec du monde. Le contexte de la Covid nous oblige d'être un peu plus stricts en respectant les mesures barrières. C'est pourquoi nous avons essayé d'organiser une chirurgie gratuite de la cataracte, notamment à Saint-Louis, là où quand même cette vaste région a vraiment besoin aussi de prise en charge. Ndeye Mariam Ndao de Save Saver constate l'ampleur des maladies de l'œil pour expliquer leur engagement aux côtés du ministère de la Santé. Sight Savers, c'est une organisation de développement international qui vise à prévenir les cécités évitables, mais aussi à promouvoir l'égalité des chances pour les personnes handicapées dans les pays sous-développés. Nous intervenons dans la santé oculaire parce que c'est un problème de santé publique. Il y a des gaps en termes d'accessibilité aux soins oculaires, mais aussi en termes de la qualité de l'offre de soins oculaires. Dans la région de Saint-Louis, plus de 800 personnes sont opérées tous les ans de l'œil, au moment où 25 000 sont répertoriés à travers le pays tous les ans. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Pour les exploitations semi-mécanisées et artisanales des mines de Kédougou, il faut désormais passer par des conditions. Le gouverneur de région a convié à un comité régional de développement tous les acteurs du secteur. Sayer Ndao au micro de Ibrahima Diabahate. Nous devons reprendre les activités, mais dans le respect des mesures barrières parce que la pandémie est toujours là et la maladie est là. Mais nous voudrions aussi saisir cette occasion pour un peu discuter avec l'ensemble des acteurs sur leurs responsabilités, sur la réorganisation aussi des sites, mais aussi sur l'engagement des acteurs à bien mener ce qu'on appelle cette bonne reprise, mais aussi sur l'engagement des acteurs à faire de sorte que l'exploitation minière artisanale puisse profiter quand même aux populations. C'était sur cette problématique nous avons mis les gens devant leurs responsabilités pour leur demander quand même que chacun puisse être là pour que vraiment cette reprise puisse être une reprise d'abord concertée, organisée, mais pour l'intérêt quand même du secteur surtout. On ne peut pas octroyer un couloir à chaque habitant, à chaque population. Ce qu'on a proposé, là où on veut les faire aller, c'est vers une formalisation qui se retrouve en communauté. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Déthié Diop. Bonjour Binta Diallo. Libération de Sophie Petronin et Soumaïla Cissé, la joie de l'opposant malien après son élargissement. Une liberté pour sa famille et le Mali. Soumaïla Cissé a déclaré être heureux d'être là, non sans confier avoir été bien traité par ses ravisseurs. Anna Rocha a visité le compte Facebook de la présidence malienne. Retour triomphal de Soumaïla Cissé, chef de l'opposition malienne à Bamako hier. Après plus de 6 mois de captivité, il se dit très heureux d'être là pour le Mali et pour sa famille. Au palais de Koulouba, où il a été reçu en même temps que les autres otages libérés avec lui, Soumaïla Cissé explique 6 mois dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent dans cette zone. Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Pour ses premiers mots, l'homme politique a également remercié les nouvelles autorités de transition maliennes parce qu'en réalité, elles ont été très efficaces. Soumaïla Cissé révèle que dès le lendemain de leur investiture, les négociations avec les ravisseurs ont démarré. Le 26 septembre donc, les ravisseurs m'ont demandé de faire une vidéo pour donner signe de vie selon toujours l'opposant. Ça veut dire donc que le président a été efficace, a réagi très rapidement et a été diligent. Je tenais donc à le remercier pour ça. Cette vidéo a été faite le 26 et dès le lundi 5 octobre, nous avons été informés que nous sommes libres. Bien sûr, il y a des délais liés au protocole, à la sécurité pour préserver la vie des otages. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas venus plus tôt. Soumaïla Cissé a également remercié tout le peuple malien pour sa mobilisation. Je suis très fier d'être malien, conclut Soumaïla Cissé dans cette première déclaration aux médias. Soumaïla Cissé a été libéré après 6 mois de captivité. Donc, il a été kidnappé le 25 mars dans le centre du Mali par des hommes armés en pleine campagne électorale. L'autre ex-otage, Sophie Petronin, est retournée en France. Elle a été accueillie ce matin à l'aéroport Villa-Coublé par le président français Emmanuel Macron. Sophie Petronin, âgée de 75 ans, a été kidnappée en décembre 2016, donc
4 ans de captivité. L'Union africaine qui lève ses sanctions contre le Mali. L'organisation l'a fait savoir sur son compte Twitter. Selon l'UA, le Conseil de paix et de sécurité a décidé de lever la suspension qu'il avait imposée contre le Mali au vu des récents développements politiques. Du coup, le Mali est autorisé à participer pleinement à toutes les activités de l'Union africaine. La présidentielle guinéenne à présent et cette sortie de Cellou Dalein Diallo sur France 24 et RFI, Alpha Condé, selon lui, n'est plus apte à diriger. Pour le candidat de l'UFDG, le président sortant est fatigué et devrait accepter de partir dignement à la retraite. Il a trahi son serment, il a violé la constitution sur laquelle il a été élu. Le peuple de Guinée n'a pas apprécié son obstination à se maintenir au pouvoir. Avec son âge, il n'a plus la capacité physique et intellectuelle d'exercer cette fonction exigeante. Le président de la République, vous l'avez vu lors de l'autre interview, et puis il vous a dit qu'il fait sa campagne par visioconférence. Et vous avez vu, il est fatigué. À 83 ans, on ne peut plus. La fonction présidentielle est trop exigeante. Aujourd'hui, il a choisi de faire sa campagne par visioconférence. Voilà, parce qu'il n'a pas la capacité physique d'aller rencontrer les populations, de présenter son bilan et de demander quelles sont leurs préoccupations. Donc, je pense qu'il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver vraiment tous les honneurs. Est-ce que vous ne tombez pas là dans des attaques personnelles qui ne sont peut-être pas dignes de cette campagne? Écoutez, je dis, il a fait ses 2 mandats légaux, constitutionnellement autorisés. Il faut qu'il puisse partir dignement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que physiquement, il a choisi, bien entendu, de faire sa campagne par visioconférence. Ce n'est parce qu'effectivement, il est fatigué. On respecte en Afrique les personnes âgées. Je lui voue un respect en tant que grand frère, en tant que président de la République. Mais il est important qu'il prenne conscience de la nécessité de contribuer à instaurer la démocratie dans ce pays. La présidentielle guinéenne, c'est le 18 octobre prochain. Et pour terminer, le PAM, prix Nobel de la paix 2020, c'est ce vendredi matin que le comité norvégien a désigné le programme alimentaire mondial comme lauréat du prix Nobel de la paix pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle majeur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre. La cérémonie a eu lieu ce matin dans la capitale de la Norvège, Oslo. Et j'attends ma part de ce prix parce qu'à l'époque, je dirigeais le PAM Maison. Merci, Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Vous aurez la parole tout à l'heure sur quel risque sur les cultures si les précipitations continuent de tomber. On en parle d'un point de vue avec Djabel Ndiaye, chef du service climatologie, service climatique à la direction météo nationale, et également avec Ibrahima Badiane, président association des producteurs du bassin arachidier. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane. Bonjour à vous, Binta Diallo. Maroc-Sénégal en rencontre amicale internationale ce soir. Tout est fin prêt. Oui, après un long moment d'inactivité provoquée par la pandémie de Covid-19, les Lions vont enfin livrer ce soir leur premier match de l'année. Le Sénégal qui va s'opposer au Maroc à partir de 18h temps universel, c'est à Rabat. Ce match de préparation verra cependant de grosses absences de part et d'autre. Khadim Baye. Le match va démarrer à 18h, 19h, heure locale après le sifflet de M. Mohamedou Keïta, désigné comme juge central de la partie. L'arbitre malien sera épaulé par 2 de ses compatriotes pour cette rencontre amicale après plusieurs mois d'arrêt de jeu imposés par la Covid. Forcément, les règles seront strictes, les règles sanitaires, notamment les 46 000 places de l'immense complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat. Lequel stade va abriter le duel? Eh bien, ces places seront quasiment vides cet après-midi. Pas de supporters donc à l'intérieur, sauf quelques membres des délégations sénégalaises et marocaines. Une seule consolation pour nos auditeurs, le match sera diffusé en direct sur les ondes de la RFM en mode visuel. La RTS1 et les 2 chaînes marocaines Al-Oula et Aradia seront au rendez-vous. Dans quelques heures, Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Khadim Baye, les Lions vont aborder le match avec beaucoup de sérénité. Propos du président de la FSF, la Fédération sénégalaise de football. Augustin Senghor avance par ailleurs que toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires sont prises. On l'écoute.
tout est OK, mis à part les quelques soucis liés à certaines absences liées au contexte de pandémie. Mais aussi, je pense que pour le reste, tout se passe bien. L'effectif, mis à part un cas de blessé sur lequel les médecins communiqueront, est en place. Donc, à mon avis, il faut dire que nous sommes fin prêts pour reprendre les compétitions après 8 mois d'arrêt. C'est un match Covid et les dispositions, mis à part les normes habituelles d'organisation fixées par la CAF et la FIFA, ce sont les dispositions de huis clos. Et à ce niveau-là, nous devons dire que la Fédération marocaine a été très stricte là-dessus. Le match se déroule à huis clos, pas de présence de public. Des deux côtés, des délégations très réduites. Et à ce niveau-là aussi, je pense que c'est pour le bien de tout le monde. Nous reprenons la compétition et il faut qu'on veille à ce que tout se passe bien sur le plan sanitaire avant même de penser au plan organisationnel sur le plan sportif. D'autres affiches sont attendues aujourd'hui. Oui, à 12h, cela a démarré à l'instant entre le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. L'autre rencontre opposant le Japon au Cameroun a aussi démarré. À 13h, c'est les Kenyans qui vont en découdre avec la Namibie. À 15h, pour la suite des rencontres Tunisie-Soudan. 16h, la Gambie joue contre le Congo-Brazzaville. À 17h, Mali-Ghana. Et puis 18h30, c'est le Nigeria qui va jouer contre l'équipe algérienne, par ailleurs championne d'Afrique. Basketball pour finir. Oui, ce week-end, les Lions du basket vont boucler une semaine de stage externe. Elles préparent les éliminatoires du prochain Afro-Basket Sodakia. Après la deuxième séance de la deuxième phase de ce stage, les Lions commencent à retrouver leur automatisme. Irma Djemé de l'AS Ville de Dakar confirme. Je crois que les joueurs sont présents et nous tous faisons ce que le coach nous dit de faire et ça se passe bien. Oui, je ferai de mon mieux. Je ferai la raison pour laquelle on m'a amené ici. Je crois qu'il n'y a pas de différence. Je pense que tous les entraînements sont les mêmes. Il suffit juste d'écouter le coach et d'appliquer ce qu'il dit. Pensionnaire de l'équipe nationale féminine du Sénégal lors du mondial 2018 en Espagne, Ndeye Fatou Ndiaye Dalva encourage les joueuses locales à redoubler d'efforts pour gagner leur place dans la tanière. En tant que joueuse locale, j'ai eu la chance de faire partie de la sélection lors du mondial. Je pense aussi qu'elles ont leur chance. C'est très important de faire appel aux joueuses locales, leur permettre de montrer ce qu'elles valent. Il faut qu'elles donnent aussi leur maximum. La joueuse de Saint-Louis Basket Club craint toutefois que l'arrêt prématuré de la saison dernière ait des répercussions négatives sur le niveau de la prochaine saison. C'est vrai, on va le ressentir parce que nous sommes restés longtemps sans activité. Juste après la phase aller, il y a eu l'apparition de la pandémie. Mais je pense qu'on va retrouver notre forme au cours de la saison. Alors, l'on peut dire que ce stage avec 17 joueuses issues du championnat local est une aubaine pour leurs clubs respectifs. Soletia, merci. À vous, Binta, pour la suite du journal. Merci, cher Tidiane. Presque jour. Avec Georges Détidiop. L'affaire du conflit foncier à Terme Sud à Ouakam, Macky Sall a tranché. Selon l'Observateur, le chef de l'État a renvoyé dos à dos toutes les parties qui convoitaient le site. La Comico, la coopérative des habitants de Terme Sud et la commune de Ouakam qui avaient déjà bouclé un projet de lotissement. Mon confrère informe que c'est le ministre des Forces armées qui a révélé hier la décision présidentielle. Maître Sidiki Kaba a fait savoir que le chef de l'État a donné toute l'assiette foncière de Terme Sud aux armées sénégalaises. Ce que confirme le journal Le Quotidien et Vox Populi. Selon Le Quotidien, les 15 hectares de Terme Sud vont revenir à l'armée nationale et la Comico qui occupe les 2 hectares va céder la place. Vox Populi renchérit que Macky offre les 15 hectares de Terme Sud à l'armée. L'armée prend tout. La Comico priait d'aller voir ailleurs les déguerpis relogés. Les déguerpis, justement, les journaux informent que le ministre des Forces armées a aussi annoncé une somme de 800 millions de francs CFA pour les accompagner. Ce n'est pas la seule décision prise par le chef de l'État. L'Observateur révèle que le cercle mess des officiers est cédé à la BCAO pour loger sa future imprimerie. Le cercle mess qui sera délocalisé à Terme Sud. L'Obs de souligner que la décision du chef de l'État cache une grande volonté de souveraineté militaire et financière. L'autre actualité à la une des journaux, le recours en annulation déposé hier à la Cour suprême contre l'affectation du magistrat Ngor Diop qui avait jugé et condamné un chef religieux. Source A, Les Échos et Libération s'en font l'écho. Selon le journal Les Échos,
Ce sont 6 avocats qui ont déposé le recours du magistrat Ngor Diop devant la Cour suprême pour affectation illégale. Ainsi, mon confrère affirme que la décision de maître Malick Sall est attaquée pour excès de pouvoir. Pour Libération, le juge Ngor Diop, ancien président du tribunal de Podor, engage la bataille suprême. Source A s'exclame, l'UMS l'a fait, non sans indiquer que selon les dispositions de l'article 6 du statut des magistrats, en dehors des sanctions disciplinaires de premier degré, ces derniers ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d'avancement, sans leur consentement, sous réserve des dispositions des articles 90 et suivants de la dite loi organique. Dans le secteur de la justice, toujours avec l'affaire Souleymane Teliko, enquête indique que malgré la sortie du premier président de la Cour suprême, il ne faut pas s'attendre à une armistice entre les magistrats progressistes qui se battent pour la libération de la justice et les conservateurs qui militent en faveur du statu quo. Revoilà Vieux Aïdara, le journaliste condamné par contumace par la CREI dans l'affaire Karim Wade. Walf Quotidien rapporte que Vieux Aïdara, qui est considéré comme l'homme de paille de Karim Wade et qui nie toujours les accusations de la CREI, croit être celui qui subit le plus les dommages collatéraux dans cette affaire. Il confie au journal que son matériel est avec El Hadj Ndiaye de 2STV et Cheikh Tidiane Ndiaye a récupéré son véhicule satellite. Retour dans l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média fait plus connaissance avec le témoin clé dans l'affaire Mansour Faye Ousmane Sonko. Le parcours de Cheikh Issa Sall, ses connexions avec Aliou Sall et la famille du président Sall, la vérité sur son titre de magistrat, ses relations avec Ousmane Sonko, la trajectoire de Cheikh Issa Sall à lire à la page 5 de l'Observateur. Sud Quotidien, pendant ce temps, évoque l'idée d'une alliance politique PDS-PASTEF en vue des prochaines élections. Idée émise par le député libéral Toussaint Manga sur sa page Facebook. Seulement, souligne Sud Quotidien, elle ne fait pas l'unanimité pour le moment. La proposition semble trouver un écho favorable chez certains libéraux, ce qui n'est pas le cas chez les patriotes où l'on joue la carte de la prudence. En tout état de cause, aux yeux de Sud Quotidien, c'est Benno qui est en danger. À la une du journal Le Témoin, une bonne nouvelle pour les enseignants du supérieur, la création d'une allocation spéciale en leur faveur. Le Témoin révèle que le décret créant cette allocation a été signé le 23 septembre dernier. Et désormais, les enseignants titulaires des universités partis à la retraite pourront toucher jusqu'à 85% de leur dernier salaire. À la une du journal Le Soleil, la loi de finances initiale 2021. L'État institue des plafonds de dépenses, une innovation selon le quotidien gouvernemental qui informe qu'à partir du 1er janvier, les ministres seront désormais des ordonnateurs principaux des crédits, des emplois et des matières de leur département. Ce que confirme l'AS qui livre ce matin les secrets de l'augmentation du budget 2021. Les sports pour terminer. Maroc-Sénégal en amical, c'est ce soir à 18h. Duel de Lyon à Rabat s'exclame record. Bataille de Lyon selon Stade. Les deux journaux informent du forfait d'Edouard Mendy. Conséquence, Bingourou Kamara sera dans les buts. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue que nous démarrons tout de suite sur quels risques concernant les cultures si les précipitations continuent de tomber. Nous recevons Djabel Ndiaye, chef du service climatologie, service climatique à la direction météo nationale. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Nous allons également recevoir, nous recevons, il est déjà en ligne, Ibrahima Badiane, il est le président de l'association des producteurs du bassin arachidier. Bonjour Monsieur Badiane. Bonjour. Alors, en attendant de recevoir Djabel Ndiaye, il est en ligne. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors, je disais tantôt que vous êtes le chef du service climatologie, service climatique à la direction météo nationale. En attendant de revenir à vous, je vais d'abord poser la première question à Ibrahima Badiane sur l'état des cultures dans le bassin arachidier, Monsieur Badiane. Oui, concernant l'état des cultures dans le bassin arachidien, les cultures se portent bien. Actuellement, on est en phase de récolte. On a déjà récolté le mil et on a commencé à récolter les arachides. Là où je vous parle, je suis en train de récolter le riz. Donc, je peux dire que tout va bien. On est en phase terminale. Vous avez récolté combien de tonnes pour l'instant? Non, on ne peut pas estimer le nombre de tonnes. Oui. Nous, on estime, mais du fait qu'on n'a pas abattu, on ne peut pas estimer de tonnes. Mais les perspectives sont bonnes.
Oui, quand même, pour cette année, nous attendons une production record. C'est une réalité. On a une production record. Du fait que l'État avait bien... Qu'est-ce que vous entendez par production record? Par production record, quand on dit record, c'est-à-dire qu'on a bâti un record. Oui. Le tonnage qui était là, pour cette année, on aura plus. Là aussi, nous félicitons l'État. Plus, c'est-à-dire combien de tonnes vous ne pouvez pas donner? Non. Vous savez, moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je crois bien, comme le disent les politiciens, que chacun gagne chez soi, le président va gagner partout. Oui. Donc nous aussi, quand chacun bat le record, le Sénégal va faire un record. Et je crois bien que le record est battu. Oui. Pour cette année, nous espérons qu'on peut aller jusqu'à 1,5 million ou plus. De riz ou d'arachide? Je parle d'arachide. Concernant le mil, le mil aussi, ça va très bien. Ça va très Toutes les cultures se portent bien, que ce soit le riz, le mil, le niébé et le sésame, tout se porte bien. Ah, c'est une bonne nouvelle alors, mais à condition, M. Diabendiaï, quand même, à certaines conditions, que les pluies ne s'invitent pas trop sur les récoltes. Ne s'invitent pas trop. Oui, bonjour à tout le monde. Je pense que la NACIM, en début de saison, avait donné cette tendance de pluie excédentaire sur le pays, ce qui s'est confirmé. Mais au niveau de notre prévision, on avait prévu que la fin aussi serait normale à tardive. Je pense que la confirmation est en train d'être faite. D'autant plus qu'à la deuxième décade du mois d'octobre, on attend encore des pluies, faibles à modérées certes, mais des pluies dans plusieurs localités, surtout à partir du 12, 13 jusqu'au 14. Des pluies qui pourraient intéresser la partie centre et quelques localités du nord, faibles à modérées certes, mais qui sont à prendre en compte par les producteurs qui sont en train d'être récoltés, de récolter leur spéculation. Et je m'en vais un peu confirmer aussi ces tendances et qu'on est en train d'échanger avec nos structures partenaires comme l'agriculture, pour leur dire qu'en cette phase, il est difficile de demander aux producteurs de ne pas récolter. Mais même s'il est en train de récolter, qu'ils prennent en compte des mesures protectrices qui pourraient vraiment préserver ces récoltes-là. Quel genre de mesures? Bon, là, je pense que les producteurs, on ne les apprend pas. Ils ont des mesures traditionnelles. C'est-à-dire, actuellement, s'ils peuvent attendre au-delà du 15 pour faire des récoltes à grande ampleur, c'est bien. Mais s'ils sont obligés de le faire aussi, de faire des mesures traditionnelles, de récolter, de ne pas entasser les meules à cette période, parce que s'ils entassent les meules pour le cas de l'arachide, s'il y a de très fortes pluies, ça peut amener d'autres germinations. De germination pour les récoltes qui ne sont pas encore, mais pour les meules qui sont déjà en place, ça peut jouer sur la qualité de la fan. Oui. Alors, donc, Ibrahim, quelques jours, c'est pas beaucoup. On peut attendre encore 5-6 jours pour vraiment être en confiance par rapport à ces pluies qui pourraient toujours intervenir. Oui. Est-ce que Ibrahim Badiane, vous avez fait dans la précipitation en récoltant avant l'heure? Oui, vous savez, avec nos variétés, des variétés qui font 90 jours, on ne peut pas attendre 120 jours. Ça risque vraiment de gâter tout. Donc nous, ce que nous prévoyons, c'est essayer de récolter. Parce que concernant l'arachide, qui fait 90 jours, la 55, vous savez, ce n'est pas une variété dormante qui peut attendre. Le problème, c'est que nous aurons des problèmes. Le problème, c'est que nous travaillons avec des animaux et ces animaux doivent se nourrir. Avec le foin, actuellement, tous les gens qui ont déterré leurs graines ont fini par perdre le foin. Donc ça, c'est un problème. Moi, ce que j'estime, c'est qu'on doit aussi revoir la carte variétale. Vous savez, si la NACIM annonce que les pluies risquent de faire la même chose les années à venir, donc on doit revoir la carte variétale pour pousser les producteurs à cultiver la variété dormante. C'est seulement le problème. C'est-à-dire revoir la qualité, la carte variétale. Quand je dis carte variétale, vous savez, il y a des variétés qui ne durent pas, des variétés dormantes et des variétés actives. Ce sont quelles variétés? Vous savez, la 55, la 55 et la 73 ne sont pas dormantes. Mais concernant aussi la 28-206 et la GH, c'est des variétés dormantes qui peuvent faire 120 jours. Donc il faut voir la carte variétale. Je crois bien tous les producteurs avaient décidé de cultiver la variété active parce qu'il y avait le manque de pluie. Pour cette année, les pluies sont au rendez-vous et nous espérons les années à venir, ça se passera de même.
Alors, Djabel Ndiaye, est-ce qu'il y a une bonne synergie entre la météo nationale et les producteurs? Oui, il y a une bonne synergie entre la météo nationale et les producteurs. Il y a une bonne synergie aussi entre la météo nationale et les autres structures techniques qui interviennent dans le monde rural. Parce qu'on a le GTP national qui fédère l'ensemble de ces structures. Je pense que depuis le mois d'avril, quand on a fait la prévision, on l'a fait sous forme de communiqué conjoint avec plusieurs structures qui ont partagé l'information. Je pense que nous, en tant que météo, on va aller sans nos partenaires de l'agriculture. On fait beaucoup d'efforts pour partager ces informations avec eux, pour qu'ils puissent utiliser de manière efficiente l'information climatique et météorologique. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler quand même, Monsieur Djabel Ndiaye, des caractéristiques exceptionnelles des pluies de cette année? Oui, parce que cette année, quand même, on a eu beaucoup de records qui ont été battus. Parce qu'au moment où je vous parle, Linguère est à plus de 700 mm, qui a dépassé de presque 400 mm de sa normale. Donc, le Sud également a dépassé plus de 2000 mm. Le double de ce qu'il avait l'habitude de recevoir. Oui. Donc, dans la zone sud, on a enregistré la barre des 2000 mm. À Ziguinchor, aujourd'hui, on est à 2008 mm. Niassia, 2014 mm. Enampor, 2016. Etchonkessi, 2007. Goudia Olof, 2017. Oui. Donc, ces records supérieurs à 2000 mm n'ont pas été observés dans ces stations. Et dans la zone sud, depuis l'indépendance, je pense qu'on n'a pas observé des quantités aussi importantes. Et on a des statistiques. Par exemple, à Sarère, le record de 2000 mm a été dépassé en 1951 avec 2182 mm. Kolda aussi en 1958, aussi 56 et 55. Donc, grosso modo, c'est des records vraiment historiques à la base des 2000. C'est rare qu'on voit ces grosses quantités de pluie tomber au niveau de la zone sud. Et ce qui est caractéristique aussi bien dans la zone sud ou dans la zone centre ou nord aussi, on a des quantités très importantes. Alors, pour terminer très rapidement avec vous, est-ce que la saison pluvieuse est terminée? Non, je dirais que la saison pluvieuse n'est pas terminée. On est en train de subir les derniers soubresauts qu'on est en train de suivre. Je disais à l'entame de mon propos qu'on a une phase humide qui profile à l'horizon. Une phase humide, certes moins forte que les autres phases qu'on a connues. Mais on pourrait avoir des risques de pluie faibles à modérés dans la partie centre et quelques localités du nord dans la période du 12 au 14 octobre. Au-delà du 15 octobre maintenant, on peut avoir une stabilisation du climat et avoir assez de confiance pour procéder aux récoltes. Parce qu'au-delà du 15, les pluies pourraient être limitées seulement dans la partie sud du pays, mais dans la partie centre et nord, quand même, en mi-octobre, on peut vraiment penser à la fin de l'hivernage. Très bien, on vous retrouve tout à l'heure dans l'édition de 13h. Alors, Ibrahima Badiane, au-delà du 15, ce sera terminé pour les récoltes. Oui, au-delà du 15, le 15, c'est déjà le 15. Bon, les producteurs peuvent attendre. D'ici le 15, c'est pas grave. Mais quand les pluies continuent à tomber au-delà de 15, le dégât sera énorme vis-à-vis des graines d'arachide, du mil, du riz et autres. Donc, je crois bien que nous, ce que nous souhaitons, c'est que les pluies s'arrêtent pour qu'on puisse vraiment récolter nos graines sans problème. Très bien. Ibrahima Badiane, président de l'association des producteurs du bassin arachidier, et Djabel Ndiaye du service climatologie, service climatique à la direction météo nationale vont revenir tout à l'heure dans le journal en Wolof qui vous sera présenté par Mamadou Mohamed Ndiaye. À la technique de ce grand journal, il y avait Alun Ba et Yassine Pouy au digital. À la réalisation, Mohamed Ali Mouba, Barthélémy Ngom. Merci à Pape Omar Diaw, régisseur d'antenne.